Merci de nous rejoindre sur Gabon 24 dans ce plateau spécial où nous parlons de l'inclusion sociale et de la démocratie avec notre invité, Dr Eban Ella, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie de m'offrir à nouveau l'occasion de venir m'exprimer ici sur ce plateau. Merci à vous. Lorsqu'on parle d'inclusion sociale, on parle d'emploi, de protection, de reconnaissance, de patriotisme. Il y a tout un tout dans ce terme-là. Mais quel est le parallèle que vous faites entre démocratie et inclusion sociale? Alors, premièrement, vous avez le mérite de souligner qu'il y a tout un tout. Il y a parfois, on a tendance à en faire un fourre-tout. Mais l'inclusion c'est un concept qui vient du verbe inclure. Donc l'inclusion, c'est l'action d'inclure, action d'intégrer, même s'il y a une légère nuance à opérer entre le concept d'inclusion et celui d'intégration, parce que l'inclusion est davantage une politique ouverte aux minorités. Et donc à la différence, alors que l'intégration est davantage une politique sociale, mais qui invite à s'adapter à la majorité, donc à ce qui vaut, à l'universel, à ce qui vaut pour tous. Ça peut être la vie politique d'une nation, ça peut être les cultures de cette nation, de telle sorte, par exemple, qu'un pays comme le Gabon, lorsqu'un étranger arrive ici, il est invité à s'intégrer, donc à s'adapter à la norme, à l'universel sur le plan local. Alors le parallèle entre l'intégration, l'inclusion sociale et la démocratie. Voilà. Entre l'inclusion et la démocratie, c'est que la démocratie favorise elle-même déjà l'inclusion sociale. Voilà. Lorsque vous la prenez du point de vue de son essence élective ou du point de vue de son essence participative ou même l'essence législative, sur le plan électif, la démocratie, c'est le suffrage universel ouvert à tous. Et lorsque nous disons tous, on n'exclut personne. On inclut tout le monde. Donc, il s'agit des citoyens. On n'est pas dans une logique de discrimination, d'une certaine citoyenneté, un peu à l'image de ce qui se passait dans l'aristocratie grecque, où on distinguait les citoyens des métèques. Mais du point de vue de l'inclusion sociale associée à la démocratie, toutes les couches sociales sont prises en compte. Là-dedans, vous avez les minorités, voilà, les citoyens, pas de citoyens de seconde zone, tout le monde est pris en compte. Et du point de vue de l'essence participative, la démocratie, comme je le disais tout à l'heure, invite tout le monde à se prononcer, invite tout le monde à la discussion publique. Vous avez vu par exemple la procédure du point de vue de la transition en cours qui a inauguré la phase vers laquelle on est en train d'aller, à savoir l'élection référendaire. Ça a été un processus interactif, dialogique qui a commencé par un dialogue inclusif. Docteur, vous me tendez la perche lorsque vous parlez de ce processus-là qui va aboutir à ce référendum. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans ce projet de constitution? Naturellement. La question est un peu personnelle et j'en fais une question. Je vais donner un point de vue autoréférentiel. Dites-nous. Je me retrouve dans ce projet de constitution et si je ne me retrouverai pas, je ne me prononcerai pas là-dessus. Pour votre gouverne, je peux vous assurer que je fais partie des tout premiers citoyens gabonais à avoir pondu et publié un article au quotidien L'Union sur la question d'un article dans lequel je prenais position pour oui. L'article est intitulé... Et quel est votre argumentaire? Mon hypothèse de recherche dans cet article consiste à démontrer que le nouveau projet de la Constitution consacre une avancée majeure à la démocratie dans la vie politique nationale. Voilà. Pour des raisons que je démontre à l'intérieur. Dites-nous. D'abord, l'autodétermination démocratique. Désormais, le peuple va désormais être maître de choisir ses propres dirigeants et ne plus subir le fait d'un impérialisme ou d'une ingérence extérieure qui lui impose des dirigeants. Il y a l'autolégislation. Le principe de l'autolégislation, c'est le peuple lui-même qui devient on va dire le législateur. Hormis le principe du représentativisme, le peuple lui-même choisit la constitution sous laquelle il entend se faire régir. Et il y a beaucoup d'autres éléments encore qui participent de cette démonstration.
Et dans cette inclusion sociale-là, il y a cette particularité que vous avez relevée. Vous avez parlé de la protection des minorités. Alors, comment un État démocratique, le Gabon en l'occurrence, qui est au carrefour de son histoire, peut mettre en avant ces minorités-là? Alors, protection des minorités. Déjà, il faut clarifier le concept des minorités. La minorité n'est pas le fait d'un groupe de citoyens incapables de se servir de leur propre entendement. La minorité n'est pas non plus le fait de quelques individus qui seraient sous état de tutelle, c'est-à-dire qui agiraient par le fait d'être sous les ordres d'un directeur de conscience. La minorité, c'est l'ensemble des couches sociales les plus marginalisées, mis au banc de la société, exclus. Là-dedans, vous avez par exemple... on va dire quoi? Est-ce qu'au Gabon, les peuples autochtones font partie des minorités? Peuples autochtones, à ma connaissance, non. Parce que même les pygmées sont reconnus. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À moins qu'on ait des exilés qui ne se sont pas déclarés. Voilà, il n'y en a pas. Maintenant, du point de vue de la protection, puisque c'est le second volet de votre question, comment l'État peut-il s'engager à protéger ces minorités? Je pense qu'il faut, dans un premier temps, pratiquer la politique sociale et la justice sociale. Une politique sociale... Comment le faire? Comment le faire aujourd'hui? On sait qu'on a des textes, on a un code pénal qui est là, on a un projet de constitution qui va ou non être voté. Comment l'État peut assurer cette protection-là de ses citoyens? Premièrement, première proposition, garantir l'égalité de droit et donc la justice sociale. Voilà, égalité de droit. D'aucuns prétendraient qu'il est difficile d'égaliser les droits, tout comme il pourrait s'apparenter à être, du point de vue de leur regard, difficile d'égaliser les chances. Mais l'égalité de droit est quelque chose de l'ordre du possible. Donc il faut pratiquer la justice sociale. Deuxième élément, il faut, et là c'est moi qui prends cette position, il faut faire le distinguo entre la justice commutative et la justice distributive. Lorsqu'il s'agit de distribuer, de répartir les droits de façon équitable entre tout le monde, on le fait selon que les textes législatifs, selon que la Constitution, la loi le permettent. Et lorsqu'il s'agit de distribuer et de répartir les honneurs, les avantages, les privilèges et les richesses selon le mérite, selon les attentes et selon les besoins. On parle de compétences. Voilà, compétences, on le fait également de cette façon-là. Voilà. Mais je sais prendre en compte le principe d'une différence qui s'impose entre égalité et équité. Alors on poursuit nos discussions. L'inclusion sociale, c'est aussi l'emploi, le travail, le salaire équitable, la protection sociale. Comment on peut l'améliorer aujourd'hui au Gabon? La protection sociale, je crois que j'ai déjà donné des éléments là-dessus, c'est-à-dire que je venais d'indiquer tout à l'heure qu'il fallait davantage miser sur la justice sociale orientée dans le sens de mettre en valeur l'égalité de droit, l'égalité de chance, et qu'il fallait également pratiquer la politique inclusive. Et donc, dans le prolongement de cette idée, j'ai indiqué la nécessité de faire un distinguo entre la justice commutative et la justice distributive. Maintenant, pour ce qui est de la question des salaires, je pense qu'il appartient à l'État d'apprécier, et cela relève de son appréciation discrétionnaire. Vous êtes un enseignant-chercheur, vous pouvez donner votre avis sur la question? L'amélioration des salaires, je pense qu'elle passe fondamentalement par la prise en compte de la régularisation, de la nécessité d'une régularisation urgente et impérative des situations administratives. Ça passe par le fait de permettre que les avances automatiques soient faits, les avancements automatiques, pardon,
et que les reclassements également soient exécutés et donc que toutes les situations administratives fassent l'objet d'une régularisation. Cela donnera aux fonctionnaires, aux salariés de voir sa situation financière s'améliorer significativement et ça participerait de l'allègement du coût et du pouvoir d'achat et, qu'est-ce que je dis, du coût du panier de la ménagère. Certains sont passés à la caisse aujourd'hui, d'autres ne le sont pas passés. Quel est votre avis? Mon avis est celui inhérent au mot d'ordre qui a été donné sur la question. Je présume que vous faites allusion à la question des rappels. La position de la SODE là-dessus, c'est il était indispensable pour ceux qui espéraient obtenir ce rappel de faire une procédure qui consistait à déposer un dossier qui aurait pu permettre à la direction de la SODE de procéder au calcul des rappels. Donc, je ne peux pas avoir d'autres commentaires à faire sur la question. Et nous poursuivons. Nous sommes toujours, chers téléspectateurs, dans l'inclusion sociale et la démocratie. Il y a également ce lien-là qui existe entre un citoyen et sa nation. Comment on peut renforcer ce lien? Il s'agit là du lien de nationalité, du lien de citoyenneté, pardon. Alors, le renforcement de ce lien nécessite davantage des protocoles tels que l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au civisme, l'éducation au patriotisme. Et sur cette question, vous pouvez constater par exemple qu'à l'échelle nationale, depuis le début de la transition, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises et entreprises dans ce sens, notamment le retour de l'exécution de l'hymne national. Chaque lundi, on fait monter le drapeau et chaque vendredi, on le fait descendre. Ça participe du renforcement du patriotisme et du lien entre le citoyen et la nation. À côté de cela, il y a des spots publicitaires qui participent également du renforcement de l'éducation populaire. Et je me réjouis également, lorsque vous circulez dans les rues de Libreville, d'observer que, par exemple, il y a des mailles qui ont été dressées avec des drapeaux du Gabon de dimension gigantesque. Ça également, tout de suite, ça attire le regard, ça saute à l'œil et ça rappelle à la conscience que nous sommes des Gabonais et on est dans notre pays et que nous avons des raisons d'avoir la fierté d'appartenir à ce pays qui est pour tous les citoyens gabonais leur ciment de reconnaissance. Vous soutenez que depuis le début de la transition, de plus en plus les Gabonais se reconnaissent dans leur pays au travers de ces symboles, par exemple? Soutenir serait pour moi m'aventurer outre mesure. Et puis prétendre que les Gabonais dans leur ensemble se reconnaissent, je n'oserais même pas poser un tel postulat parce que je ne serais pas en mesure de le démontrer. L'expérience de l'interaction actuelle en lien avec l'élection référendaire et toute la propagande qui a été faite à ce sujet, ainsi que la campagne qui a été lancée, montre qu'il y a deux positions, celle en faveur du oui et celle en faveur du non. Je présume qu'il y a des Gabonais qui apprécient et qui sont partisans de ce qui est en train de se passer, qui l'acceptent et qui l'approuvent. Et il y a des Gabonais qui émettent des réserves, libres à eux, on respecte leur point de vue, qui émettent des réserves par rapport à ce qui se passe. Ils font le choix de militer en faveur du non. Donc sur la base de cette dichotomie, on ne peut pas présumer que les Gabonais dans leur ensemble sont forcément engagés en faveur de ce qui se passe. Mais je peux par contre soutenir que l'écrasante majorité approuve ce qui est en train de se passer. Vous avez lu comme moi ou suivi comme nous le discours du chef de l'État qui parlait d'inciter les Gabonais à aller voter et exprimer leurs vœux, choisir le oui ou le non, c'est la volonté de chacun, mais il ne faut pas que les Gabonais soient exclus. Alors, aujourd'hui, quelle est votre vision par rapport à ce discours-là, votre commentaire? C'est un discours inclusif. C'est un discours démocratique. C'est un discours rassembleur.
c'est un discours qui ne veut exclure personne. Ce n'est pas un discours partisan. Le chef de l'État aurait eu des propensions moins démocratiques. Il aurait eu un discours qui favorisait davantage et qui appellerait davantage les partisans du oui à aller voter massivement. Mais il a adopté une posture de neutralité, une posture de démocratie, une posture qui respecte la diversité, la différence. Voilà. Donc, et de ce point de vue, je suis en droit d'appuyer ce discours pour dire que dès lors qu'un citoyen jouit du droit de vote et qu'il est en âge de maturité électorale, il doit aller voter, pourvu qu'il soit régulièrement inscrit sur les listes électorales et que son nom soit repérable dans le fichier électoral. Que pensez-vous de ceux-là qui disent qu'ils vont s'abstenir pour un oui ou pour un non? Ils vont s'abstenir en se disant que de toutes les façons, c'est toujours la même chose. Que pensez-vous de ces Gabonais-là? Ce serait faire preuve de préjugés et développer, cultiver des clichés, des stéréotypes et faire preuve de subjectivité que de préjuger d'avance ce qui va arriver alors qu'on n'est pas encore... l'avenir n'est pas encore là, on est dans le présent. Donc on ne peut pas présumer dès maintenant que ce sera la même chose qui va arriver, premièrement. Deuxièmement, le futur est toujours avant-gardiste. Il offre la possibilité d'observer des signes avant-coureurs. Or, les signes avant-coureurs que semble nous montrer actuellement le présent politique sont encourageants. Ils sont pleins d'espoir. Ça suscite l'espoir, ça donne l'envie d'y croire. Le CTRI a opéré le coup de libération qui est un acte de délivrance, de salubrité publique. Et depuis le 30 août, on voit des choses s'améliorer de façon significative, aussi bien sur le plan infrastructurel que sur le plan superstructurel. Justement, c'est là où certains Gabonais disent qu'il est bien de mettre en place des infrastructures, il est bien de construire des routes, il est bien d'assainir certainement les finances publiques. Mais là où on attend le CTRI, c'est la revalorisation des Gabonais, la dignité des Gabonais, la restauration des institutions. Et certains disent que jusqu'à présent, le pari n'est pas gagné d'avance. Alors, qu'est-ce qu'une institution? Je pense que c'est la question qui vaut la peine d'être posée préalablement. Mais l'institution n'est pas seulement infrastructurelle. L'institution est aussi superstructurelle. Toutes ces idéologies, tout ce combat pour la démocratie, tout ce combat pour la nouvelle constitution, tout ce combat pour la restauration, la refondation, ça participe également d'une restauration de la superstructure. Voilà. Donc, ça contribue également à améliorer la superstructure du Gabonais. Comment on fait aujourd'hui pour transcender tous ces clivages? On voit très bien que certains Gabonais sont pour le oui, certains sont pour le non. Comment on fait pour transcender ces clivages? Parce que, en définitive, le Gabon est notre soubassement. Alors, la démocratie ne se nourrit pas que du consensus. J'ai envie de vous dire tout de suite qu'il faut aller vers un consensus. Et pour aller vers un consensus, il faut cultiver davantage le dialogue. Il faut cultiver l'intercompréhension. Voilà. Il faut développer la communication à chaque fois. Mais la démocratie n'est pas seulement le fait du consensus. La démocratie se nourrit aussi du dissensus, du pluralisme et de la participation. S'il n'y a pas de dissonance, s'il n'y a pas plusieurs sons de cloche, il est difficile que l'on admette le principe de la démocratie. À l'entame de cette émission, vous évoquiez le calendrier qui a été mis en place par les nouvelles autorités de la transition. On parle du dialogue national qui a bien eu lieu en début d'année. Aujourd'hui, nous sommes au référendum. Il y a eu ces amendements au niveau de l'Assemblée constituante. À la clé, qu'est-ce qu'on a au sortir de ce référendum? Vous faites bien de rappeler le calendrier. Ce qu'on a au sortir de ce référendum, c'est un choix qui sera prononcé. Voilà. Parce que le référendum, qu'est-ce que c'est? C'est un vote au cours duquel les Gabonais, les citoyens, sont invités à se prononcer.
se prononcer et donc choisir ou le oui ou le non. Et par oui, qu'est-ce qu'on entend? On entend la République nouvelle, la citoyenneté nouvelle, le Gabon nouveau, marqué du sceau d'une constitution davantage inclusive, démocratique, qui prend en compte les aspects, les paramètres qui sont de nature intégrative, intégrante même, on dirait même intégrateur, donc qui touche à tous les aspects, qui touche à toutes les attentes et qui nourrissent des espoirs. Le Gabon est ce pays-là qui fait partie également du concert des nations. Comment le retour à un ordre constitutionnel peut nous hisser encore sur le toit du monde, on va dire? Alors, la question s'inscrit dans l'ère post-transitoire de la vie politique nationale de notre pays. Qu'est-ce qui est possible que l'État fasse afin de sortir des sentiers battus et de permettre au pays d'amorcer un nouvel essor vers la félicité et donc d'amorcer la marche vers le développement? Je pense que ce qu'il faut davantage, ou devrais-je dire a priori, c'est déjà de consolider les acquis de la transition, consolider les acquis de la nouvelle constitution qui sera validée, je le souhaite personnellement, et puis de mener des réflexions sur les différentes procédures à mettre en œuvre pour permettre à ce que le Gabon connaisse davantage un développement endogène. C'est votre souhait que cette nouvelle constitution soit votée à l'unanimité par le Gabon, et si le cas contraire se posait? Si le cas contraire arrivait, la démocratie s'exprimerait. C'est aussi ça le principe de la démocratie, s'attendre à ce que entre deux camps, deux partis qui s'affrontent au cours d'une élection, que l'une ou l'autre des partis triomphe. C'est la démocratie qui serait gagnante. Alors, et vous avez souhaité également que cette démocratie soit participative, déjà en tant qu'enseignant-chercheur, mais également en tant que citoyen gabonais. Qu'est-ce que vous dites aux sceptiques aujourd'hui? Aux sceptiques, je dirais d'oser croire. Oser croire, ou devrais-je utiliser un terme cher à Barack Obama et qui est d'ailleurs un titre d'un de ses ouvrages. Je dirais aux Gabonais d'avoir l'audace d'espérer. Il y a une nouvelle ère qui est naissante. Il est difficile d'être anachronique, de retourner toujours en arrière, d'avoir toujours un regard passéiste. La propension, la meilleure, c'est de regarder vers le futur. Et le regard vers le futur nous ordonne d'être optimistes, d'être positifs, et d'oser croire que les choses vont s'améliorer à l'aune déjà des signes avant-coureurs et positifs que nous voyons depuis le coup de la libération, et au regard des avantages qu'offre du point de vue de la démocratie, de l'inclusion et du développement de notre pays, le nouveau projet de constitution en cours de validation sous peu. Alors, lorsqu'on parle également d'inclusion sociale, il y a cette problématique de sécurité, le fait pour un citoyen de se sentir en sécurité dans son pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les Gabonais se sentent en sécurité dans leur pays? La sécurité est liée à beaucoup de paramètres qui doivent être pris en compte. Il y a la sécurité militaire, il y a aussi la sécurité sociale. Voilà. Sur le plan social, on ne déplore pas des situations périlleuses du type guerre civile ou des agressions collectives, massives. Voilà. Naturellement, on peut relever quelques cas isolés, ça et là, mais davantage, le climat qui prévaut au Gabon est un climat de paix, un climat de stabilité, un climat de stabilité. Et sur le plan militaire, les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont libéré le Gabon et pour le moment, les Gabonais se sentent bien, ils se sentent bien dans la nouvelle situation politique du Gabon.
Maintenant, leur regard reste tourné vers le futur, d'abord sur ce référendum dont ils espèrent des attentes pleines d'espoir. Et justement, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Quelle est votre conclusion? Si donner ma conclusion doit consister à me prononcer sur la question du référendum, j'inviterai les Gabonais à voter oui. Nous sommes déjà en campagne, donc je ne peux pas me réserver le droit de le dire. Maintenant, en second lieu, mon mot de conclusion consisterait plutôt à vous remercier, à remercier Gabon 24 qui nous donne ce genre d'espace pour que nous puissions faire usage public de nos raisons et diffuser les modestes connaissances que nous avons à notre disposition pour éclairer le grand peuple, le public, sur des questions qui touchent à la vie politique et à la République. Merci à vous, docteur Ebon Ella, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure. Avec vous, nous parlions de l'inclusion sociale et de la démocratie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Gabon 24.